Horus Hérésie, Légion. Écrit par Dan Abnett, lu par Éric Maugérard. Horus Hérésie, nous sommes dans un temps de légende. La galaxie est en flammes, la vision qu'avait l'empereur pour l'humanité est en ruine. Son fils favori, Horus, s'est détourné de sa lumière pour embrasser le chaos. Les armées de puissants et redoutables Space Marines se retrouvent prises dans une guerre civile brutale. Ces guerriers ultimes, qui combattaient jadis côte à côte comme des frères, protégeaient la galaxie et ramenaient l'humanité sous l'égide de l'empereur, sont désormais divisés. Certains sont demeurés loyaux à l'empereur, d'autres se sont rangés aux côtés du maître de guerre. Les plus prééminents parmi les Space Marines, les meneurs de leur légion sont les primarques, des êtres magnifiques et surhumains, le couronnement de la science génétique de l'empereur, jetés les uns contre les autres dans la bataille. La victoire n'est certaine pour aucun des deux camps. Des planètes entières se consument. Sur Istvan V, Horus a porté un coup et 3 légions loyalistes s'en sont trouvées pratiquement anéanties. La guerre a commencé. Un conflit qui plongera toute l'humanité dans le brasier. La perfidie et la trahison ont usurpé la place de l'honneur et de la noblesse. Des assassins se terrent dans chaque recoin d'ombre. Des armées se rassemblent. Tous doivent choisir un camp ou mourir. Horus rassemble son armada dirigée vers l'objet de sa colère, vers Terra elle-même. Assis sur le trône d'or, l'empereur attend la venue de son fils égaré. Mais son véritable ennemi est le chaos, une force primordiale cherchant à asservir l'humanité à ses caprices. Les hurlements des innocents, les supplications des justes résonnent autour du rire cruel des dieux sombres. Souffrance et damnation sont promises à tous si l'empereur devait échouer et la guerre être perdue. L'âge de la connaissance et des lumières n'est plus. L'âge des ténèbres a débuté. Dieu vous a donné un visage, et vous vous en faites un autre. Attribué au dramaturge Shakespeare, M2. De l'hydre fabuleuse, il est dit « Coupe une de ses têtes et 2 pousseront à sa place ». Proverbe antique. Personne n'est assez insensé pour préférer la guerre à la paix. En temps de paix, les fils ensevelissent leurs pères. En temps de guerre, les pères ensevelissent leurs fils. Attribué au chroniqueur Hérodote, M0. La guerre n'est que l'hygiène de la galaxie. Attribué au primarque Alpharius. Je m'appelle Hurtado Bronzi. Voilà, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, et je ne pourrai jamais le retirer. Ça n'est plus un secret. Ah, le reste, s'il le faut vraiment. Je m'appelle Hurtado Bronzi. Je suis un Eightman de la Chiliade 5-2, armée impériale, aimée de l'empereur et faisant la gloire de Terra. Je suis né à Edessa. Je suis un homme fier de sa liberté, 2 fois cathérique. J'ai 2 sœurs et un frère. Mes oreilles n'écoutent que les ordres de l'estimable seigneur commandant Namatjira. Mes mains ne connaissent que la mission de l'empereur et l'utilisation d'une carabine laser. Ma bouche... C'est vrai, ma bouche en sait beaucoup plus, mais elle sait aussi quand elle doit se taire. Parce qu'il nous a appris à garder scrupuleusement le silence. Vous n'arriverez pas à me faire dire son nom. Je vous dis qu'il nous a appris à garder scrupuleusement le silence. C'est comme ça qu'il est, lui aussi. Le plus grand don qu'il nous a fait a été de partager son secret avec nous. Pourquoi ? Simplement parce qu'on était là, je suppose. À Tel-Outan, dans la baie de Monlo et dans les collines tremblantes. Si ça n'avait pas été nous, d'autres auraient eu le privilège. Pourquoi est-ce que vous chuchotez ? Je vous entends chuchoter. Qu'est-ce que vous essayez de me cacher ? Qu'est-ce que vous complotez ? Me faire souffrir, c'est tout. C'est tout ce que vous avez à proposer. Évidemment, ça peut parfois révéler des secrets et délier certaines langues. Qu'est-ce que vous avez prévu pour moi ? Ah, je vois. Si vous n'avez pas d'autre choix, je ne vais pas m'en réjouir non plus. Qu'est-ce que ce sera ? Mes yeux ? Mes testicules ? L'espace entre mes orteils ? Avant toute chose, vous devez savoir... Oh, misère !
bravo. Vous m'avez l'air d'un expert, mon petit. Ça n'est pas sa première fois, pas vrai? Non, attendez, Oh, saloperie. Sale petit connard. Laissez-moi finir, par pitié. Laissez-moi finir. S'il vous plaît. D'accord? D'accord, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que je vous le dis, tout simplement. Je ne vous dirai rien. Peu importe ce que vous allez me faire, vraiment. Brûlez-moi autant que vous voudrez, je ne vous dirai rien. Parce que c'est la seule chose qu'il exige de nous. Rien d'autre. Je peux vous dire qui je suis et qui j'ai été, mais je ne peux pas trahir sa confiance. Certainement pas. Putain d'enfoiré! Quoi? Allez-y, demandez-moi tout ce que vous voulez. Brûlez-moi encore s'il le faut. Je m'appelle Hurtado Bronzi. C'est tout ce que vous obtiendrez de moi. Première partie. L'été reptile. Chapitre 1. Tel ou Tan, Nurt, 2 ans avant l'hérésie. Le Nurtien proféra un peu du charabia habituel avant de mourir. Il pointa un doigt couvert de poussière vers ses ennemis et cracha ses imprécations sur leurs familles et leurs descendants, en souhaitant des destins particulièrement misérables à leurs enfants qui se trouvaient loin de là. Un soldat apprend à ignorer les insultes, mais la manière qu'avait le Nurtien de jurer eut quelque chose qui fit pâlir Sonéka. L'homme gisait là où le souffle l'avait projeté, le dos contre la pente de sable rouge. Ses robes de soie rose se raidissaient aux endroits où son sang séchait rapidement sous le soleil de la fin d'après-midi. Son plastron d'argent, gravé de joncs stylisés et d'un entrelac de crocodilien, clignait comme un miroir. La position inerte de ses jambes suggérait que sa colonne vertébrale ne se connectait plus comme elle l'aurait dû. Sonéka remonta à pas lents le lit du wadi à sec pour venir se pencher sur lui. Un ciel terriblement bleu et sombre était posé sur l'horizon écarlate. Le soleil déclinant soulignait d'orange vif les arêtes des rochers. Sonéka portait des lunettes anti-éblouissement et les retira par courtoisie pour que le Nurtien pût voir ses yeux. Il s'agenouilla. La petite boîte en or qui lui pendait autour du cou oscilla comme un pendule. « C'est bon, tu nous as assez injuriés, d'accord ?» dit-il. La troupe se tenait autour de lui sur la pente à observer, les armes à la main. Le vent du désert agitait leurs manteaux brodés. Lon, l'un des bachas de Sonéka, avait déjà brisé le falx du Nurtien avec son itlik et jeté le manche de l'arme par-delà le rebord du wadi. Sonéka sentait encore des traces du spray flotter dans l'air chaud. « C'est terminé !» dit-il à son ennemi. « Tu veux bien me parler ?» Des grains de sable collés au visage, le Nurtien murmura quelque chose en levant les yeux vers lui. Des bulles de sang se formèrent au coin de ses lèvres. « Combien êtes-vous encore dans cette cuvette ?» demanda Sonéka. « Tu... » balbutia le Nurtien. « Oui ? Tu t'accouples avec ta mère !» Derrière l'épaule de Sonéka, Lon leva vivement sa carabine. « Du calme, j'ai entendu pire, » lui dit-il. « Vous ne pouvez pas le laisser dire ça. Votre mère est une femme très bien. Ça y est, elle te fait envie à toi aussi ?» Certains des hommes se mirent à rire. Lon secoua la tête et baissa sa carabine. « C'est ta dernière chance, » dit Peto Sonéka au mourant. « Combien êtes-vous encore ?»« Et vous, combien êtes-vous encore ?» répondit l'autre dans un murmure aride. Son accent était prononcé, mais il était indéniable que le Nurtien savait parler le langage impérial. « Combien ? Vous venez des étoiles par millions, et vous ne savez rien faire. »« Rien ? Rien. Vous prouvez seulement que le mal est partout dans l'univers. »« C'est ce que vous pensez de nous ?» l'interrogea Sonéka. Le Nurtien le regardait fixement. Ses yeux devenaient vitreux comme le ciel de l'aube. Il éructa, et du sang lui coula de la bouche comme de l'eau remontant d'un forage de sonde. « Il est mort !» constata Lon. « Quel sens de l'observation !» dit Sonéka en se relevant. Il se retourna vers les hommes rassemblés sur la pente. Derrière eux, 2 blindés Nurtiens en flammes exsudaient leur suie et leur fumée vers le ciel bleu. De l'autre côté du wadi, leur provenait le bruit de tirs de laser sporadiques. « On est reparti pour une petite danse !»
dit-il. En regardant à l'ouest depuis le rebord du wadi, on parvenait à voir Tell-Outan en elle-même, un fatras de bâtiments couleur terre cuite et de remparts qui coiffaient une longue colline à 10 kilomètres de là. Sur cette distance s'étalait un paysage de crêtes découpées et d'anciens bassins. Sous la lumière oblique, ceux-ci s'emplissaient d'ombres si noires qu'ils ressemblaient à des lacs d'encre. Sonéka sentait peser sur son cœur une noirceur comparable. Tell-Outan s'était révélé être leur némésis et leur tenait tête depuis 8 mois, par une combinaison d'avantages du terrain, de tactique, de stoïcisme et de bonne fortune. La Chiliade 5-2 du Géno était l'une des plus anciennes brigades de l'armée impériale, une force d'élite d'1 millier de compagnies. Sa tradition martiale remontait au travers de la Grande Croisade jusqu'à l'époque des guerres d'unification qui l'avaient précédée. Le Géno faisait fièrement partie des anciens sangs, les régiments de l'ère des luttes que l'empereur, dans sa grâce, avait préservés après l'unification s'ils acceptaient de lui prêter serment. De nombreux milliers d'autres avaient été contraints au démantèlement, châtrés en masse ou activement purgés selon leur degré de résistance à l'ordre nouveau. Peto Sonéka était né à Féodosia et avait servi dans l'armée locale durant sa jeunesse, mais avait ardemment postulé pour son transfert vers la Chiliade 5-2 du Géno en raison de sa réputation illustre. Il servait avec la Chiliade depuis 23 ans en ayant atteint le rang d'Hetman. Durant tout ce temps, jamais il n'avait rencontré de place forte qu'il n'avait pas réussi à briser. Il y avait eu quelques danses plus pénibles que les autres, bien sûr. Spontanément, Sonéka aurait mentionné Phoékion, où ils avaient lutté pied à pied contre les peaux vertes, à des latitudes glacées et sans lumière. Et Zantium, où les cadres dragonoïdes avaient bien failli prendre le dessus sur eux au cours d'une série de batailles fluctuantes et d'embuscades. Mais Nurt, et Tell-Outan en particulier, s'avéraient plus opiniâtres que tout ce qu'ils avaient pu rencontrer. D'après la rumeur, le seigneur commandant Namatira était sur les nerfs, et personne ne voulait être dans les parages quand cela se produisait. Sonéka remit ses lunettes de protection. C'était un homme svelte de 42 années standard, dont on aurait pu croire qu'il n'en avait que 25. Ses traits étaient angulaires et frappants, avec des pommettes et une ligne de mâchoire prononcée, un menton en pointe, une bouche aux lèvres pleines et généreuses, et un sourire aux dents blanches que les femmes trouvaient particulièrement attrayant. Comme à tous les autres, la lumière de Nurt lui avait cuivré la peau. Il donna un signal et ses bachas firent descendre les troupes du rebord du wadi vers les bassins à sec. Les blindés du Géno les suivirent, en bondissant sur leurs chenilles, soulevant derrière eux des panaches de poussière rouge sur le sol de la cuvette. Son centaure l'attendait, le moteur toujours en marche, mais Sonéka lui fit signe d'avancer sans lui. C'était 1 heure pour marcher. Il leur restait 30 minutes de jour. Ils l'avaient appris à leurs dépens, la nuit appartenait aux Nurtiens. Sonéka espéra pouvoir amener sa troupe jusqu'au poste de commandement avancé du RC-23 avant qu'il fît noir. Le dernier engagement contre les Nurtiens avait considérablement ralenti leur avance. Les délogés de cette région étaient comme d'arracher les éclats de verre d'une plaie. Les soldats de Sonéka avançaient, l'air admirable. L'uniforme du Géno était une tenue resserrée de cuir clouté et de mailles, avec une pèlerine de merdacaxi jaune qui leur descendait à la taille. Une soie de Terra, bien plus solide et plus endurante que les soieries roses des Nurtiens, dont la doublure était richement brodée d'emblèmes de compagnie et de motifs. Leurs armures de cuir étaient ornées de blasons, bordées de fourrure. Ils portaient des sacs à dos légers, des bretelles de munitions, de longues baïonnettes. Les bouteilles de leur double ration d'eau s'entrechoquaient avec les cylindres de nitlik qu'ils avaient tous reçus. Leurs armes standards étaient la carabine laser et le lance-roquettes, mais certains des hommes charriaient de longs bâtons d'explosifs ou des mitrailleuses de soutien. Tous étaient puissamment bâtis, issus d'un élevage génique et sélectionnés pour leur musculature. Sonéka paraissait frêle comparé à la plupart d'entre eux. Leur tête était coiffée de casques à pointe d'un orange luisant ou couleur de métal argenté.